J'invite à me rejoindre le réalisateur de Getting Older is Wonderful, Fabrizio Polpettini. Bonjour Fabrizio, bienvenue. Bonjour. Merci. Bienvenue d'ailleurs, c'est une deuxième fois. Fabrizio il était en compétition au Festival de Brive il y a 2 ans avec Un usage de la mer. On est très content de le réaccueillir ici à Brive avec son nouveau film. Donc pour démarrer le débat, comme toujours, je poserai 2 ou 3 questions. Mais n'hésitez pas à lever vos mains si vous souhaitez intervenir et je vous laisserai tout de suite la parole. Donc une première question assez simple sur l'origine donc du projet. Et le film propose donc le portrait de cet extraordinaire écrivain et personnalité, Kader Abdolah. Et d'où elle est née en fait l'idée, l'envie de faire un film sur lui? Est-ce que c'était à partir de une connaissance de son œuvre littéraire? Est-ce que c'était une connaissance plutôt de sa vie, de tout ce qui pouvait amener, enrichir, même en termes de réflexion, non seulement sur l'histoire de l'Iran, sur une certaine histoire de l'Iran, sur une question de la traduction de la langue, des frontières, de la mémoire? Je connaissais son travail parce que il est très connu en Italie. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi il est très connu en Italie. Lui-même se le demande, sa famille se le demande aussi, de tous les pays du monde, pourquoi l'Italie. J'ai peut-être quelques hypothèses, mais pour le début du projet, c'était vraiment cette question de la traduction sur laquelle moi j'étais un peu tombé par hasard, mais peut-être surtout à travers un de ses romans. Donc cette idée que c'était comme quelqu'un qui avait toujours été marqué par la traduction parce que son père était sourd et muet, parce qu'il devait traduire le monde à son père et son père au monde, et se traduire lui-même. Et je pense que c'est ça qui m'a au début fasciné, cette expérience de comment on peut trouver une parole juste pour pouvoir exister, et qu'en fait c'est un vrai effort. Il y a des choses qu'il disait, par exemple, que j'ai pas monté parce que ça marchait pas. Non. Il disait au début que écrire en néerlandais, c'était comme déplacer des pierres d'une pyramide. Non, c'était comme chaque parole qu'il posait, c'était... Et je pense que quelque part, je sais pas, pour moi c'était juste une expérience un peu existentiellement large, qui peut être celle de l'immigration, qui peut être celle mais aussi de peut-être n'importe quoi qu'on fait dans la vie, du fait de juste apprendre un geste, non? C'est comme je sais pas, la première fois que tu apprends à verser de l'eau avec une bouteille dans un verre, au début tu fais... Et au fond c'est cette difficulté qui est quelque chose aussi d'un peu proche à l'enfance, à devenir apte au monde, et qu'il y a au fond dans ce personnage avec lequel je suis pas... Voilà, c'est pas nécessairement un exercice d'admiration. Je suis pas entièrement d'accord avec ce personnage sur plein de choses, non, voilà. Mais il y a quelque chose qui est proche de cette expérience-là. Et lui, je pense qu'il s'est aussi beaucoup peut-être barricadé dans une philosophie très solide, je sais pas comment dire, très oui, voilà, qui est une vraie édifice comme ça, non, dans lequel il est aussi un peu enfermé finalement. Et peut-être le film, c'était aussi un exercice de... lui-même, il s'est prêté au jeu de créer des failles un petit peu dans cet édifice. Et c'est ça que finalement était l'exercice pour moi plus intéressant. Mais je pense qu'on s'est les deux posés dans ce dialogue-là. Genre, toi, tu viens vers moi, qui est une espèce de sous-marin atomique qui va aussi avec cette philosophie d'être toujours oui, tu peux le faire, mais au fond il y a aussi un grand désespoir, et c'est aussi ce rapport entre
les choses avec lesquelles on se construit, on se protège, et un désespoir qui peut y avoir au fond qui est très... Oui, mais qui est aussi très vivant, enfin qui est aussi la partie vivante de notre être, peut-être. Et le film, comme déjà ton précédent, articule et met ensemble différentes sources d'images. Il y a le jeu vidéo, des fragments du cinéma iranien, des fragments d'archives historiques de l'Iran. Et comment tu as organisé toute la partie d'archives en général? Comment tu l'as organisé, inséré donc, dans la structure du film? Hier, j'ai fait le voyage en voiture à venir ici, et il y avait sur France Culture, à la radio, il y avait quelqu'un qui parlait, qui avait fait plein de photos de visages et de mains d'écrivains, et disait vraiment comment c'est finalement quelque chose qui est soit très iconique dans cette photo qui est derrière une couverture, et puis dans le même temps, c'est aussi quelque chose qui dit pas grand-chose, qui est pas très évident. Des fois, il disait, la personne qui interviewait, il disait, mais vous, est-ce que vous vous êtes toujours figuré que derrière un livre, il y aurait une personne? Parce que la personne qui interviewait disait, moi, pour moi, ça n'a jamais été très évident qu'il y avait une personne derrière un livre. Et au fond, un film sur un écrivain, c'est aussi... qu'est-ce que tu montres, quoi, en même temps? Au fond, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Donc au début, j'ai fait un peu cet exercice-là de vraiment regarder des films, beaucoup de films de fiction. Je suis parti du cinéma iranien, et de construire aussi en fait sa parole autour du film. Et puis après, en vérité, beaucoup de ces films, je les ai enlevés. En fait, par exemple, tout le film était vraiment construit de plein d'extraits d'un film qui n'y est plus, qui était le silence de Mac Malbaf, qui créait beaucoup de... Et puis finalement, en fait, à la fin, on l'a coupé, mais ça nous a servi à construire le discours, c'était de monter ces paroles sur les images du silence. J'avais écrit à Mac Malbaf, il m'avait dit, vas-y, utilise-le, c'est très bien, j'avais montré le montage avec ça. Et finalement, il y a un autre film de Mac Malbaf. Il y a juste un petit extrait dans notre film de Mac Malbaf. Et donc ces images-là, pourquoi en fait tu avais imaginé? Oui, bien sûr, parce que filmer la vie, l'œuvre d'un écrivain, il y a un manque d'images évidemment, mais j'ai l'impression en tout cas que ton utilisation des images de films iraniens travaille d'une manière presque onirique, voilà, ouverte, non pas comme des traces d'une histoire esthétique ou cinématographique du pays, mais comme des lignes de fuite, en fait. Oui, après, certains films, après ça s'est pas dit, mais ils sont dans ces livres, en effet. Donc, par exemple, La Vache de Merjoui, lui construit toute une scène de fiction où il raconte que il a créé ce personnage fictionnel d'un cinéaste dans l'Iran juste après la Révolution, quand en gros le régime pensait... Enfin, il y avait cette idée que le cinéma aurait pu être interdit, un peu comme ça s'est passé en Arabie Saoudite. Hein. Et dans un de ses romans, il imagine quelqu'un qui entre un peu dans les grâces de Khomeini, et puis il va chez lui pour faire un documentaire sur lui. Et puis il ramène un projecteur, il lui montre la vache. Et Khomeini aurait dit, si le cinéma c'est ça, alors ça va, on ne va pas l'interdire. Donc lui, il joue beaucoup avec ça, donc il joue beaucoup sur... et je pense que ça c'est sur le fait de construire des histoires ou des possibles hypothétiques de l'histoire. Donc, comme cette histoire qu'il raconte quand il a rencontré donc la veuve du Shah, Faradiba, et après dans son livre il construit toute une histoire où il y a un espèce d'ancien militant qui la suit dans les rues de Paris où elle vit, et elle a cette boîte de pizza qu'elle est allée acheter, et dit oui voilà 5000 ans d'empire persan dans une boîte de pizza, et donc cette dimension très mais qui est au fond toujours ce lien entre mais peut-être qu'il y a aussi une chose qui me rapprochait, c'est ce lien entre l'histoire et
le quotidien et nos vies et nos boîtes de pizza. Et ce rapport-là est très fort parce que c'est aussi un destin qui est vraiment façonné par l'histoire. Évidemment. Oui, et donc oui, c'était aussi une façon de revoir les films comme avec un autre texte, avec une autre narration dessus. C'est des films qui correspondent à cette période-là, ce que lui a vécu, sur laquelle il a écrit, mais du coup, j'ai fait aussi l'exercice au début d'en regarder certains sans sous-titres. Comme ça, j'ai justement celui-là de Malcolm Gladwell, qui est un film complètement délirant, dont on voit ce petit extrait avec les feuilles, le vent. Hein. C'est un film qui a été fait, qui avait été fait, qui est Nasreddin Shah, acteur de cinéma, qui avait fait pour le centenaire du cinéma, plus ou moins. Et c'est un film complètement délirant et fait tout de citations, en fait. Tous les extraits, le remix des films iraniens étaient déjà là-dedans, en fait, au fond, presque. Mais, par exemple, voir des films comme ça sans faire cet exercice-là, c'est aussi une façon... Et puis, voilà, c'est aussi ma position, non, qui est aussi extérieure à ça. C'est pas un film sur l'Iran, sur l'histoire iranienne, c'était une chose que j'ai juste mis dedans, au fond, tissé autour de ce destin, mais moi je raconte autre chose, pas de où je suis. C'est pas voilà, c'est pas vraiment l'histoire que moi je raconte, ou je peux raconter d'ailleurs. Bien sûr, pas besoin. Donc je veux savoir s'il a vu le film, il en pense, il est intervenu dans le tournage. Vous avez laissé libre? Oui, il a vu le film. Il m'a écrit vraiment juste un détail. Il m'a dit oui, je trouve que la séquence de jeu vidéo de mon petit-fils est un peu trop longue. Sinon, c'est très bien. C'est ton roman. Oui. Je sais pas, c'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un de très discret à sa façon, donc qui est, et qui est aussi pas... comment dire, il est pas dans une socialisation comme ça d'artiste. Il y a une espèce d'aspect où il se met en scène d'une façon qui est un peu toujours la même, comme on peut le voir dans l'archive, mais sinon, il est assez invisible. Il est connu pour voilà, de ne pas être très, très présent. Et donc, c'était toujours... et puis, quelqu'un voilà, qui vit avec une discipline de vie entre l'écriture, le jogging, comme ça, un peu insupportable pour ses proches, parce que... En fait, il est vraiment extrêmement absent, quoi, et pour moi, c'était pareil. C'était, voilà, j'ai 2 heures ici, 3 heures un mois plus tard, fais ce que tu peux. Voilà. Après, donc, du coup, ce qui était plus dur, c'était peut-être de forcer un peu la porte d'une certaine intimité. Mais par exemple, voilà, l'entretien dans ce jardin qui est un peu pas très situé, non, géographiquement. En fait, en Suisse, c'est au Tessin, parce qu'il était là pour un festival littéraire, non, et en fait, j'ai ajusté ce moment chez quelqu'un. Et, voilà. Et par ailleurs, j'ai noté que dans les 2 interviews voilà, qui ponctent un peu le film, il change aussi de langue. Parfois, il parle en anglais, parfois, il parle en persan. Est-ce que c'était aussi... c'est venu comme ça, d'une manière totalement spontanée? Parce que bien sûr, c'est un film qui réfléchit énormément sur la question du langage et de la traduction d'un langage. Oui, je pense que le début, la première approche était en anglais parce que c'était un territoire neutre, c'est un territoire commun. Et pour lui, par contre, voilà, pour lui, ça posait aucun problème de le faire en anglais, en néerlandais, en persan, c'était absolument pareil. Sauf
des fois, moi, j'avais plutôt envie qu'il aille vers une langue ou une autre. Lui, il l'oubliait systématiquement. Donc, il commençait à parler dans la langue que je lui disais. Et puis après, il changeait de langue. Et puis, rechangeait de langue. Pour ça, en effet, je pense que c'est une dimension à laquelle ils sont dans la famille, je pense, très, très habitués, mais ça, voilà, je pense que ça dit d'une façon aussi de vivre avec plusieurs langues. Mais non, c'est assez indifférent. Je pense que la partie en persan était une partie plus, par contre, liée peut-être à son histoire, avec des documents plus personnels. Ouais. Oui, merci. Est-ce qu'il vous a posé la question pourquoi vous vouliez faire un film sur lui? Non. Non, parce que je pense que lui se considère un personnage intéressant. Après, c'était à moi plus de trouver la bonne relation par rapport à ça, à son... Oui, je pense qu'il se sent comme un sujet de film assez évident. Ouais. J'ai une question peut-être un peu plus technique, mais en fait, déjà merci, j'ai beaucoup aimé ce film, c'était vraiment chouette. Je voulais savoir pourquoi vous avez, sur pas mal de séquences, en fait, vous avez choisi d'utiliser du 16 mm. Donc, et puis vous avez aussi mélangé du digital, donc je voulais savoir pourquoi vous avez fait ces choix. Est-ce que c'est hyper important pour l'histoire? Non, alors après, j'aime tourner en 16 mm parce qu'il y a aussi une espèce de tension temporelle qui fait qu'on se... on laisse pas le temps couler de la même façon. Donc le temps est un peu précieux parce qu'il coûte de l'argent. Et donc, c'est un peu une chose que je fais en général. Je sais pas. Aussi, bêtement, j'ai l'impression de faire quelque chose de matériel que tu peux toucher. Tu as fait ça aujourd'hui. Alors que le numérique, c'est plus immatériel. On a fait cet essai numérique, effectivement, un moment, parce que c'était un moment particulier où il y avait cette question plus des documents. Ça aurait pu être aussi en film, mais je ne sais pas, sur le moment, je pensais que peut-être c'était mieux d'essayer en numérique ce moment-là, parce que c'était un moment où j'avais l'impression qu'il allait se laisser plus aller à des heures et des heures de parole. Et effectivement, ce moment des photos a duré plusieurs jours. Mais je ne sais pas si c'était un bon... Bon, je pense que je l'ai un peu regretté après, de ne pas l'avoir fait en film. Ouais. Après, oui, moi j'ai trouvé que personnellement, en fait, j'étais beaucoup plus vraiment attentionné et concentré sur les parties où ça a été tourné au 16, contrairement aux parties digitales. Je ne sais pas si c'est vraiment... si ça fait vraiment un effet inconscient, mais personnellement, j'ai trouvé que j'avais plus d'attention. Je pense qu'il y a une vraie différence d'attention, parce qu'il y a une différence d'attention au tournage, je pense. Alors moi, je connais pas l'Iran personnellement. J'ai pas été en Iran. En fait. Je me suis beaucoup posé la question quand j'ai commencé le film, est-ce que je devrais... Et puis je me suis dit, en fait, lui, il peut pas y aller, donc je vais pas y aller non plus. Je me suis dit, c'est bien pour être plus proche. Comment il avait accès, je pense que c'est ce qu'il raconte un peu. Je pense que c'était une période aussi où il y avait... où la culture circulait en Iran. Il y avait aussi des apports de l'extérieur et aussi une certaine américanisation, peut-être, des choses. Donc je pense qu'il y avait une vraie fascination pour la culture occidentale. Et puis je pense que il y avait tout un héritage qui était très présent dans sa famille aussi, culturelle. C'est aussi un film sur l'immigration, non? Il dit plein de choses intéressantes. Oui, c'est beaucoup un film sur ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est c'est beaucoup un film sur ça. Et puis je pense que ça, c'était aussi un peu ma théorie. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses aussi? C'était que, en fait, son travail
parce que dans son travail, il y a toujours un rapport au présent et donc à ce que lui a vécu en arrivant aux Pays-Bas, etc. Et donc sur ce process de transformation, de ce changement qu'est l'immigration, ce changement que l'immigration apporte au pays où effectivement il y a des nouvelles personnes qui arrivent et ce que elle et inversement d'être dans un nouveau pays, qu'est-ce que ça oblige à faire de cette manière. Moi, je pensais qu'en partie, peut-être une partie de son succès en Italie est due aussi au fait que, peut-être en Italie, le fait de l'immigration, le fait de ce changement est un changement, par exemple, un peu plus récent qu'en France, quand même pas mal plus récent, je dirais. Et donc, il est très vivant. C'est vraiment des questions qu'on se pose aujourd'hui d'une manière qui n'est pas la même qu'ici, par exemple. Oui, par rapport à d'autres pays qui ont des histoires, une histoire coloniale plus forte, c'est clair que l'Italie vit en ce moment ou depuis quelques décennies, je dirais à partir des années 90 avec la première vague d'immigration, par exemple albanaise, mais c'est surtout ces dernières années que l'Italie commence à se poser des questions par rapport aux deuxième génération, à comment une culture d'un pays, de l'Italie peut changer, peut être influencée par les cultures des autres, ce qui est utilisé évidemment aussi politiquement par les partis d'extrême droite comme une menace identitaire et à la culture et tout ça. Donc oui, c'est vrai que c'est des questions, mais d'ailleurs c'est les questions qui ont amené aussi l'extrême droite au gouvernement, je dirais aussi. Enfin, c'est-à-dire comment a été gérée la question migratoire les dernières années avec le gouvernement avant celui de Meloni, et ça a été quand même un argument politique très fort par Meloni et Salvini, oui. Et je reviens, c'est intéressant aussi comment il dit qu'il a besoin, comment changer de langue donne une liberté. Oui, change de culture en fait. C'est toute une autre façon de penser de penser le changement de soi. Je pense qu'aussi par rapport à l'Italie, je pense qu'il y a aussi cette question du souvenir plus ou moins conscient aussi de l'émigration. Oui. Et je pense que ça, c'est assez fort. Moi, j'ai retrouvé récemment un énorme document de centaines de lettres de mon arrière-grand-père, qui était donc un fils d'immigrés italiens en France. Et puis c'est le premier qui était devenu français. Et c'est très curieux parce qu'il parle des Italiens comme de notre peuple. Bon, après, c'était la guerre, évidemment, mais il dit, j'espère que les Italiens ne feront pas l'erreur de se retourner contre nous. Alors qu'il avait combattu la Première Guerre mondiale sous le drapeau italien. Et que donc ces rapports, et puis peut-être ça c'est une chose qui m'intéresse, que peut-être il y a un peu en relation avec l'autre film que j'avais fait, c'est qu'il y a quand même toujours un aspect de fiction très fort dans l'identité. C'est une construction. Oui, pour poursuivre sur le même sujet, il dit une phrase importante qui m'a interpellé moi au début. J'ai passé la frontière, j'étais hollandais. Et je devais parler hollandais. Et est-ce qu'il fréquente la diaspora iranienne en exil ou pas? Il dit surtout, j'ai passé la frontière, quand on passe la frontière, on change. C'est ça qu'il dit, c'est qu'on change inexorablement et que ce qui se passe, ce qui arrive ne sera plus pareil. Non, il y a quelque chose d'irrémédiable. Non, mais est-ce qu'il fréquente la diaspora? Non, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop l'impression, non. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui est important. Je pense, de toute façon, il est toujours, et c'est ça qui peut-être est plus un symptôme, maintenant, il est toujours dans un rapport où, oui, on change complètement. J'ai voulu devenir un grand écrivain de langue néerlandaise, je le suis devenu, hein, mais
pour moi, ce qui compte, c'est que mon cercueil avec tous mes livres dedans arrive en Iran. Et donc il y a un truc, par exemple, qu'on n'a pas, c'est pas dans le film, mais il a une enveloppe avec de l'argent pour sa fille, avec toutes les instructions pour que ça advienne. Parce qu'il dit, en gros, mes films n'ont jamais pu, mes livres n'ont jamais pu être publiés en Iran, alors que, en vérité, sa femme a traduit, donc ça on le voit dans le film, elle a traduit quelques-uns de ses livres, mais ils sont interdits parce que par exemple un des livres qu'elle a traduit, c'est une biographie du prophète qui est voilà très très libre et elle les ramène en Iran dans son sac, elle les donne à la famille, ils sont publiés par un éditeur de langue persane en Suède. Et puis elle prend ce risque, elle les ramène quand même un avion. Et donc pour lui, ça c'est un peu son passeport. Donc il y a toujours un rapport où il dit je ne peux pas être l'écrivain persan ne peut pas être enterré dans cette terre humide des Pays-Bas. Et en fait, il y a quelque chose d'inexorable et il y a quelque chose de toujours contradictoire. Et je pense que finalement, c'est ça qui fait la vitalité et le tragique et le beau de la chose. C'est que tout reste de toute façon dans un exil et que l'exil est peut-être une condition qui raconte... voilà. C'est pas la peine d'être exilé. Voilà, c'est pas nécessaire d'être exilé pour être exilé. Non. Oui. Merci beaucoup Fabrizio, merci à vous.